Je me suis retrouvé dans un royaume avec des nuages d'un blanc éclatant et de grands bâtiments en marbre. Cela s'est produit alors que je travaillais sur un chantier de construction, portant des briques, car j'étais financièrement responsable de ma famille dès mon plus jeune âge. C'était tôt le matin. Je portais des briques sur le dos et je montais un escalier en zigzag installé provisoirement contre le mur extérieur d'un immeuble de 4 étages lorsque je suis tombé jusqu'en bas avec les briques. Après cela, je me suis retrouvé allongé sur un lit, le visage recouvert d'un drap blanc, et j'ai vu ma jeune sœur effondrée au sol, en train de pleurer et de crier. En même temps, je montais dans le ciel et je voyais la ville de Séoul. Au loin, un avion de ligne s'apprêtait à atterrir à l'aéroport. Je suis entré dedans et j'ai volé au-dessus des têtes des passagers, regardant autour de moi, même à l'intérieur du cockpit. Puis j'ai vu la statue du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro, la tour Eiffel, le pont de Londres, l'opéra de Sydney et des endroits autour de Hong Kong. Soudain, j'ai vu devant moi des images comme dans un film, retraçant tout ce que j'avais fait dans ma vie, depuis une époque où j'étais trop jeune pour m'en souvenir. On m'a montré les moments où j'avais volé un radis dans un champ parce que j'avais faim, quand j'avais insulté quelqu'un, craché par terre ou frappé mes jeunes frères et sœurs. J'ai ressenti une douleur immense dans le cœur en voyant ces actions exposées devant moi. Je me souviens très clairement avoir essayé d'éviter de regarder, mais cela n'a servi à rien. En observant ces scènes, j'ai ressenti un profond repentir pour mes mauvaises actions, jusque dans mes os. Comme soufflé par un vent puissant, je me suis retrouvé dans un brouillard profond aux couleurs pastel, qui m'a porté vers une lumière extrêmement pure et brillante au loin. Lorsque je suis arrivé, cette couleur semblable à celle d'un poussin m'a enveloppé d'un sentiment de paix absolue. J'ai communiqué avec une présence que je ne pouvais pas voir, échangeant par des pensées et des sensations, et je recevais les réponses de la même manière. Je savais qu'il y avait une existence, un être, au loin, mais je ne pouvais pas le voir. Je n'avais pas de corps physique, j'existais simplement dans une paix totale, accompagnée d'une musique magnifique venant de quelque part. Soudain, je me suis souvenu de mes frères et sœurs et j'ai eu envie de les voir. À peine cette pensée formulée, je me suis retrouvé avec eux dans notre cabane. En regardant leur visage, je n'ai rien ressenti. Dès que je pensais à un endroit, j'y étais instantanément. En écoutant ce qui m'était transmis dans cette lumière éclatante, j'ai ressenti et compris que c'était l'amour. J'ai vu des lumières de feux d'artifice éblouissantes dans l'obscurité, à l'extérieur d'une fenêtre. J'ai voulu aller les voir, alors j'ai tenté de me lever du lit sur lequel j'étais allongé et je suis tombé par terre. Mon corps était mou, comme s'il n'avait plus d'os, et je ne pouvais produire aucun son pour appeler à l'aide. Je ne sais pas combien de temps je suis resté sur ce sol froid, mais quelqu'un m'a remis sur le dos. C'est à ce moment-là que l'on m'a dit que je revenais de la morgue. Lorsque je suis sorti de l'hôpital, j'étais connu comme l'enfant qui était mort et revenu à la vie. Le directeur adjoint de l'hôpital ainsi que les infirmières sont tous sortis pour me saluer et me dire au revoir. Pendant que je me reposais à la maison, je voyais des choses cachées chez les personnes qui marchaient dans la rue. Je percevais les pensées qu'elles portaient dans leur cœur et l'endroit où se trouvait leur douleur. Savoir ce que les gens pensaient en passant près de moi était amusant au début, mais le voir en permanence est devenu difficile. Plusieurs années plus tard, je suis parti en voyage d'affaires à Hong Kong avec 3 collègues plus âgés. J'ai pu les guider sans difficulté dès le moment où nous étions dans l'avion, car j'avais déjà tout vu auparavant. À notre arrivée à Hong Kong, je me suis souvenu d'un étal de fruits dans une petite ruelle derrière l'hôtel où nous logions et j'ai acheté un régime de bananes, au grand étonnement de mes collègues. Lorsque je vais à l'étranger, je peux me déplacer comme un habitant, car je reconnais les rues que j'avais vues durant cette expérience. Aujourd'hui encore, je perçois les gens différemment et, depuis ma retraite, je donne des conférences sur la vie et la mort. Je travaille activement à faire connaître au public des réflexions sur la vie après la mort et sur le sens d'une bonne mort. Au moment de cette expérience, je traversais une période très dépressive de ma vie. À la suite d'un accident du travail, j'avais déjà subi une opération du dos et une seconde était prévue. En même temps,
Mon ex-épouse avait eu l'occasion d'aller de l'avant dans sa vie et avait déménagé à plusieurs centaines de kilomètres avec les enfants. J'avais l'habitude de les avoir chaque week-end, mais désormais je devais vivre sans eux. Sur ordre des médecins, je n'étais pas censé effectuer de longs trajets en voiture. Il me semblait que tout ce que j'aimais le plus m'avait été retiré. J'ai lutté pendant un certain temps pour ne pas simplement hurler ou tout casser, juste pour voir si cela me soulagerait. J'ai même envisagé le suicide, ou simplement de disparaître de la vie de tous ceux qui me connaissaient. Peut-être partir loin, là où je ne rencontrerais que des inconnus. Plus d'une fois, je me suis tenu à la frontière canadienne, tenté de traverser dans la nature sauvage et de voir combien de temps je pourrais survivre. J'avais de solides compétences en survie en milieu naturel. Chaque fois que ces pensées me traversaient l'esprit, je pensais aussi à ce que cela ferait à mes enfants, et cela me ramenait à la raison. Chaque jour était long et vide, et les nuits étaient encore pires. J'avais énormément de mal à dormir. La plupart du temps, je somnolais pendant 30 à 45 minutes avant de me mettre à penser à mes enfants. J'avais l'impression de n'avoir le contrôle sur presque rien dans ma vie et j'avais peur de m'endormir, sans savoir ce que je découvrirais en me réveillant. Les heures semblaient durer des jours et je ne savais pas quand cela finirait. J'utilisais souvent la télévision simplement pour avoir une présence, comme je l'ai fait cette nuit-là, parce qu'elle masquait une partie de mes problèmes et interrompait la plupart de mes pensées répétitives. Lorsque j'ai allumé la télévision, pour une raison quelconque, j'ai remarqué l'heure, puis je me suis assis dans ma position habituelle sur le canapé. En quelques minutes, j'ai commencé à rêver. J'ai rêvé que je me réveillais dans une chambre d'hôtel au-dessus de la gare routière de Kalispell, dans le Montana. Tout ce que je voyais ou entendais me donnait l'impression de le vivre pour la première fois. Je distinguais les moindres détails et je ressentais le travail acharné qui avait été nécessaire pour créer tout cela. J'entendais des sons ordinaires qui formaient une véritable symphonie parfaitement équilibrée. Par-dessus tout, je comprenais que la raison de ma présence était de profiter d'une réunion avec ma famille. Nous avions tous attendu trop d'années pour que cela arrive et nous avions convenu de nous retrouver pour le petit déjeuner avant de partir passer la journée dans le parc national de Glacier. Après une merveilleuse mini-réunion et un petit déjeuner pris lentement, nous sommes tous sortis rejoindre les voitures pour commencer notre excursion. À la surprise de nos pères, nous avions loué une limousine pour la journée et ils n'auraient pas à conduire. Il y avait tant d'excitation et de rire à l'intérieur de la voiture que nous remarquions à peine le trajet. Certains points de repère évidents furent signalés au passage, puis nous avons aperçu le panneau indiquant l'entrée du parc de Glacier. À partir de là, les kilomètres semblaient défiler plus lentement, sans doute parce que notre anticipation débordait. Nous montions de plus en plus haut dans les montagnes, essayant de tout remarquer et de nous assurer que le reste de la famille en profitait aussi. Nous avons franchi le sommet et sommes finalement arrivés sur le parking du centre des visiteurs. À notre déception, nous n'avions pas croisé un site que nous espérions tous voir, alors nous avons demandé au chauffeur où se trouvait cette attraction. Elle se situait de l'autre côté, à quelques kilomètres seulement, et il a accepté de nous y conduire. Nous sommes tous remontés dans la limousine. Nous avons quitté lentement le parking et repris la route vers l'est. À un moment donné, durant la courte descente de la montagne, j'ai commencé à remarquer que je ne parlais plus et que je ne riais plus avec ma famille. Je pouvais encore les entendre, mais je ne pouvais pas répondre. En réalité, je ne pouvais rien faire d'autre que les voir et les entendre. Quelques minutes plus tard, le chauffeur s'est garé sur une aire de stationnement au bord de la route. Nous étions arrivés au bon endroit. La famille a commencé à sortir du véhicule et ma mère m'a encouragé à les suivre. Je n'ai pas pu réagir. Lorsque la portière à côté de moi est restée ouverte, j'ai commencé à tomber de mon siège sur le bitume. Les membres de ma famille ont tenté d'arrêter ma chute et de comprendre ce qui se passait. Alors que le chaos se déployait autour de moi, j'ai commencé à réaliser que je m'élevais hors de mon corps. Je me suis d'abord élevé très lentement, puis la vitesse a augmenté jusqu'à revenir à un rythme normal. Je montais de plus en plus haut, observant ma famille essayer de me réveiller. Je me suis élevé encore davantage, jusqu'à ne plus voir que des nuages en dessous de moi. Puis tout est devenu complètement noir, et je n'entendais plus rien. Je ne sais pas combien de temps j'ai attendu dans cette obscurité avant de commencer à bouger les bras et à me demander où j'étais.
Était-ce entre le paradis et l'enfer, ou bien cela allait-il être mon enfer pour l'éternité? Une très longue période sembla s'écouler sans lumière et sans son. Puis, en un éclair, je me suis retrouvé emporté dans les rapides d'une rivière déchaînée. Je luttais pour garder la tête hors de l'eau et pour trouver un moyen d'atteindre la rive. Ce fut le début d'un voyage qui allait durer près de 3 jours et au cours duquel je devais comprendre ce qui m'arrivait. Je ne savais pas où j'allais, mais je savais que j'avais une destination à atteindre. La plupart du temps, je ne savais pas s'il fallait aller à gauche ou à droite, mais je sentais que je devais suivre ce qui m'attirait. Pendant mon périple, j'ai été mis à l'épreuve de nombreuses façons et j'ai dû réussir par mes propres efforts. Il n'y avait jamais personne pour m'aider ou me guider. Vers la fin de mon voyage, j'ai dû terminer l'ascension d'un escarpement rocheux et me tenir dans un champ d'herbes vertes et luxuriantes. Toutes les blessures et cicatrices de mon corps ont commencé à disparaître, et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais arrivé au paradis. Je ressentais encore une force qui m'attirait plus loin, alors j'ai continué à gravir une pente douce jusqu'à atteindre un lieu d'où émanait la plus belle lumière blanche que j'ai jamais vue. Ce n'était ni une porte ni un portail. Je ne peux le décrire que comme le commencement. Alors que je m'apprêtais à traverser, une voix derrière moi dit qu'elle avait une requête à me faire. Je me suis retourné pour voir d'où venait la voix. J'ai demandé si c'était Dieu. La réponse fut « Je le suis, et j'ai une requête à te faire ». On m'a d'abord dit que je pouvais rester si je le souhaitais, puis que je pouvais retourner dans mon corps si je choisissais d'accomplir cette requête. Pour m'aider à décider, il ne m'était permis de faire que 3 pas dans la lumière. Avec le 4e pas, ma décision serait irrévocable. J'ai fait mes 3 pas. C'était glorieux, absolument merveilleux. Je voulais rester, mais je voulais aussi entendre la requête. Je me suis retourné et je me suis éloigné de la lumière. J'ai demandé quelle était cette requête. La voix répondit qu'elle était heureuse que j'ai choisi d'en apprendre davantage. J'ai lentement levé les yeux et, devant moi, se tenait la forme de Jésus-Christ, à environ 3 mètres. Je suis tombé à genoux, j'ai joint les mains et fermé les yeux. J'ai commencé à prier. Lorsque j'ai terminé ma prière, Jésus m'a dit de me relever et de secouer la poussière de mes pieds dans l'herbe où je me trouvais, puis de m'avancer et de poser le pied sur le rocher qui le soutenait. Une fois sur le rocher, il m'a dit qu'il allait me montrer ce qu'il attendait de moi. J'ai accepté. Les rochers sur lesquels nous nous tenions ont commencé à se refermer autour de nous, et j'ai réalisé que ce n'étaient pas de simples rochers, mais les mains de Dieu. Ses mains se sont élevées et nous ont ramenés le long du chemin que j'avais parcouru. Finalement, nous sommes arrivés à un endroit d'où je pouvais voir des milliers de personnes en contrebas. Chacune avait ses propres épreuves et capacités, tout comme moi. Aucune d'elles ne pouvait voir les autres et toutes croyaient être seules, comme je l'avais été. J'ai demandé ce qu'il attendait de moi. Il m'a répondu que je devais aider ces brebis. J'ai demandé comment je pourrais aider toutes ces personnes. Il m'a répondu de devenir comme elles. J'ai accepté la requête. Mon voyage achevé, j'ai été ramené auprès de ma famille et dans mon corps. Le rêve se termine avec moi disant à ma famille que je les aimais, puis m'éloignant à l'arrière d'une ambulance. J'ai ouvert les yeux brusquement et j'ai bondi du canapé, stupéfait, car ce n'était qu'un rêve. J'ai regardé l'horloge et j'ai réalisé que ce voyage de 3 jours avait duré moins de 17 minutes. Mon esprit était tellement rempli d'émerveillement que je n'ai pas eu besoin de dormir pendant 3 jours supplémentaires. Ce rêve, cette vision, ou simplement cette expérience, a changé ma façon de penser notre existence sur cette terre. Cela a transformé ma perception du temps et de ce qui se passe lorsque nous quittons nos corps. J'ai vécu un événement avant ma naissance. Je me souviens de ce qui suit. Un homme plus âgé, à la peau sombre, était allongé dans un lit et gravement malade. Il était entouré de ce que je suppose être sa famille ainsi que d'un prédicateur. Une jeune femme, peut-être au début de la vingtaine, lui tenait la main. Elle était extrêmement émotive. Il tapotait sa main en lui disant que tout allait bien se passer. Je me souviens qu'il avait vraiment besoin qu'elle cesse de pleurer et qu'elle comprenne ce qu'il disait. Il savait qu'il était sur le point de mourir, mais ne voulait pas partir tant qu'elle était dans un tel état de détresse.
Une autre jeune femme, peut-être vers la fin de la vingtaine, attrapa un téléphone vert à cadran. Elle contrôlait ses émotions tout en disant à quelqu'un à l'autre bout du fil qu'il fallait se dépêcher, car il ne survivrait plus très longtemps. L'homme âgé continuait d'essayer de calmer la jeune femme qui lui tenait la main. Tout à coup, il se retrouva au-dessus de tous, les regardant ainsi que lui-même. Immédiatement après, tout ce qu'il avait jamais vécu, ressenti ou pensé commença à se dérouler à l'envers. Cela commença lentement, puis de plus en plus vite, jusqu'à devenir une traînée de lumière. Cette traînée de lumière, je l'ai appris plus tard, était un spermatozoïde. Il y en avait énormément. Tous brillants, avant de devenir noirs, comme s'ils mouraient. C'est très difficile à expliquer, mais la conscience de l'homme âgé et ma conscience actuelle se sont soit fusionnées, soit ont changé de place. J'ai fini par pénétrer ce que je croyais au départ être un mur. Je pensais que j'allais le percuter et m'y écraser. À la place, je me suis glissé à travers, comme si c'était un liquide épais. J'ai vu l'embryon, mais je communiquais télépathiquement avec quelque chose. Cela me disait que je devais entrer dans l'embryon, mais j'ai aperçu un autre endroit et je voulais y aller. J'étais très déterminé à ne pas vouloir revenir ici, mais d'une voix très apaisante, cela m'a simplement dit que je devais revenir. J'ai lutté encore et encore jusqu'à ce que je me retrouve dans un corps biologique. Il y a bien plus que cela. Des choses que la plupart des gens trouveraient extraordinaires, mais qui pour moi représentent simplement ce qu'a été cette vie. Ce qui précède décrit seulement mon arrivée ici. Les autres événements sont nombreux et extrêmement détaillés. Il faudrait des heures et encore des heures pour tout écrire et s'assurer que cela ait du sens. J'aimerais parler à quelqu'un du reste. La raison pour laquelle je partage cela est que j'ai besoin de comprendre comment cela se relie à d'autres choses que j'ai apprises au cours de ces 50 années d'existence. J'ai discrètement fait des recherches sur ce qu'était cette expérience et sur la manière dont j'ai pu accomplir ce que j'ai été capable de faire. Toute ma vie a été affectée, en bien ou en mal, par ces expériences. Ma grand-mère âgée de 91 ans était alitée depuis plusieurs jours avant cette rencontre. Quelques jours avant sa mort, elle m'a dit qu'elle voyait de bons esprits autour d'elle. Le jour où elle est décédée, elle était extrêmement faible et incapable de communiquer. Nous avons fait de notre mieux pour nous occuper d'elle à la maison, mais nous pouvions tous voir qu'elle souffrait. Ses mains étaient complètement raidies et malheureusement nous avons dû placer des gants de toilette roulés entre ses ongles et la paume de ses mains afin qu'elle ne se blesse pas la peau tant elles étaient dures. Cela faisait 10 jours qu'elle ne mangeait plus d'aliments solides. Elle avait des escarres dans le dos. De nombreux membres de la famille se trouvaient dans la pièce, parlaient entre eux et l'entouraient car nous sentions que la fin approchait. Quelques personnes ont quitté la pièce, mais 3 sont restés, ma sœur, mon cousin et moi. Alors qu'elle était allongée dans son lit, j'ai remarqué qu'elle semblait en détresse, même si elle avait perdu la capacité de communiquer. Me sentant poussé à l'aider, j'ai prié silencieusement pour elle et j'ai mis une musique douce sur mon ordinateur portable. Soudain, j'ai entendu mon cousin nous dire de regarder ses yeux. Les yeux de mamie étaient complètement ouverts, plus grands et plus bleus que jamais, et elle semblait fixer quelque chose droit au-dessus d'elle. Sa peau devenait blanche. C'était étrange et saisissant. Je crois avoir dit « Elle voit Dieu ». Ma sœur et mon cousin ne pouvaient pas bouger et la regardaient avec stupéfaction. Je me suis senti obligé d'aller chercher ma mère et mon oncle qui étaient dans la cuisine afin qu'ils viennent voir ce dont nous étions témoins. Ils sont revenus rapidement avec moi. Au total, 5 membres de la famille se trouvaient au chevet de ma grand-mère pendant qu'elle mourait. Ses yeux restaient fixés sur quelque chose au-dessus d'elle, comme si elle recevait un message. Une sorte de lumière, provenant soit de l'intérieur soit se reflétant sur elle, illuminait ses yeux. Le haut de son corps semblait se soulever ou s'élever, mais je ne me souviens de cela qu'à cause de l'angle sous lequel je voyais son visage. Pour une raison inconnue, je ne pouvais pas détourner le regard de son visage, comme si on m'ordonnait de ne pas regarder ailleurs. J'ai ressenti de façon écrasante que nous étions en présence du divin et même si je ne pouvais pas voir avec mes yeux ce que mamie regardait, je sentais que c'était Dieu, Jésus ou un ange. Cela semblait avoir une présence masculine, être très grand et rayonner d'une lumière éclatante. Je n'ai pas vu cela avec mes yeux physiques,
mais comme une vision télépathique dans mon esprit. Je pouvais clairement voir le bas de sa longue robe toucher le sol. Il semblait tout savoir de mamie, comme s'il voyait toute sa vie devant lui. On pourrait le décrire comme l'autorité incarnée. Je me suis senti extrêmement honoré d'être en sa présence. Je me suis alors agenouillé en prière par respect pour le destin de ma grand-mère et parce que je me trouvais face à cet être puissant et d'un autre monde. J'ai senti qu'il lui ordonnait télépathiquement de le suivre. J'ai eu l'impression de l'entendre lui dire quelque chose comme « Viens avec moi ». Ce qui a été encore plus choquant, c'est le sentiment d'exaltation et de joie que nous avons ressenti pendant qu'elle mourait et partait avec lui. C'était écrasant et bien plus puissant que tout ce que le cerveau humain peut expérimenter. C'était comme si nous avions brièvement touché une conscience beaucoup plus vaste et unifiée, une sensation impossible à reproduire. Aucun mot ne peut réellement décrire l'énergie que nous avons ressentie. Étrangement, j'ai immédiatement reconnu ce sentiment. C'était la maison. C'était si familier que cela me paraissait plus familier que tout ce que j'avais jamais connu. Je me suis sentie plus vivante que jamais. Mamie a fait de légers mouvements en ouvrant et en fermant la bouche pendant qu'elle nous quittait. Je ne peux comparer ces mouvements qu'à ceux d'une petite grenouille qui coasse doucement sans bruit. Quelques instants plus tard, elle était partie et son petit corps sans vie reposait paisiblement sur le lit. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui a suivi immédiatement la rencontre, à part ce mélange étrange d'excitation intense et de choc. Tout le monde parlait de l'énergie incroyable que nous avions ressentie et à quel point c'était bouleversant. Aucun de nous n'avait jamais entendu parler d'une expérience de mort partagée auparavant, il était donc extrêmement difficile de comprendre ce qui venait de se produire. Nous ne savions pas que ce que nous avions vu et ressenti au moment de la mort de mamie était seulement possible. Nos différentes réactions ont confirmé que 4 membres de la famille présents avaient ressenti une énergie magnifique lors de cette rencontre avec une puissance supérieure. Cette énergie ne nous était pas destinée directement, mais d'une certaine manière nous avons senti la promesse qui nous attend après la mort, et ce fut le plus beau moment de ma vie. Après l'événement, les membres de la famille et moi avons partagé nos propres récits de ce qui s'était passé. Il y avait quelques différences notables. Ma mère a vu mamie faire tourner ses épaules comme si elles avaient été instantanément réparées après des années de douleur et de perte de mobilité. Elle l'a aussi vu s'élever légèrement au-dessus du lit. Ma sœur n'a pas vécu d'expérience de mort partagée mais elle était témoin dans la pièce. Elle a dit que le corps de mamie ne s'était jamais soulevé du lit. Ma théorie est que ma mère a vu l'âme de mamie faire tourner ses épaules et non son corps humain. J'ai été la seule à avoir une image visuelle de l'être de lumière dans mon esprit, mais mon oncle, ma mère et mon cousin ont tous ressenti sa présence de la même façon. Nous étions 4 à ressentir l'énergie incroyable qui imprégnait la pièce. Étrangement, personne dans la pièce n'a essayé de lever les yeux là où mamie regardait. En ce qui concerne les conséquences, cela a été émotionnellement difficile pour moi après la mort de mamie. Je voulais faire mon deuil normalement, mais cela me semblait impossible. L'expérience se rejouait sans cesse dans mon esprit pendant au moins une semaine. J'avais l'impression de devenir un peu folle. Je suis brusquement tombé dans un état proche de la dépression pendant quelques jours. Je désirais retrouver cette même sensation d'énergie exaltante que j'avais ressentie quand mamie est morte. Finalement, j'ai compris que c'était un honneur d'avoir vécu une expérience de mort partagée. Je suis éternellement reconnaissante d'avoir vécu cela pour plusieurs raisons. C'est merveilleux de savoir que ma grand-mère est dans un endroit meilleur. De plus, j'ai constaté une baisse mesurable de mon rythme cardiaque depuis cet événement. J'ai été diagnostiqué avec un trouble anxieux généralisé et j'ai pris des médicaments contre l'anxiété par le passé. Aujourd'hui, j'ai l'impression que mon anxiété s'est en quelque sorte dissipée depuis cette expérience. Je ressens plus d'amour pour les autres, y compris pour des inconnus. Je ne pense pas que je pourrai un jour comprendre pleinement ce qui s'est passé, mais je suis reconnaissante malgré tout. J'avais 2 ou 3 mois. Je me souviens m'être retrouvé près du plafond et regarder en bas un bébé. Le bébé était allongé sur le ventre et très malade. En le regardant, j'ai dit inconsciemment, « Ce pauvre bébé est très malade ». J'ai ressenti énormément de remords et de tristesse parce que le bébé allait très mal. Il brûlait de fièvre et n'arrivait pas à respirer.
J'ai regardé de l'autre côté de la pièce et j'ai vu un humidificateur en verre qui diffusait de la vapeur. J'ai compris que le bébé avait une pneumonie. J'ai ensuite eu une vision panoramique de la pièce. Le bébé n'était pas dans une chambre d'enfant mais dans une salle à manger, avec la table et les chaises poussées contre le mur pour que le berceau puisse tenir. La pièce avait du papier peint avec des bateaux et de longs rideaux vert olive. La pièce donnait sur l'avant de la maison avec 2 grandes fenêtres et des buissons devant. Il faisait sombre et la maison était silencieuse. J'ai compris, des années plus tard, que ce bébé c'était moi. Quand j'avais environ 4 ans, je suis entré dans la cuisine de notre nouvelle maison et j'ai raconté cette histoire à ma mère. Tout ce que je lui ai dit était vrai. J'avais eu une pneumonie quand j'avais environ 3 mois. Ils avaient descendu mon berceau au rez-de-chaussée parce que la chambre parentale s'y trouvait et qu'ils savaient que j'étais gravement malade. J'ai décrit la pièce avec une précision parfaite, y compris le vaporisateur que je peux encore décrire aujourd'hui. Il avait un motif en zigzag, comme le t-shirt de Charlie Brown. Ma mère m'a demandé plusieurs fois, qui t'a raconté ça, parce que nous avions quitté cette maison quand j'étais encore très jeune. Je m'en souviens aujourd'hui comme je m'en souvenais alors. C'est tout aussi vif, 56 ans plus tard. Ce dont je me souviens le plus, c'est de l'empathie que j'avais ressentie. J'étais très triste et je me sentais presque coupable que ce bébé soit si malade. En grandissant, les convulsions fébriles ont fait partie de ma vie. Il m'arrivait de faire monter une fièvre très élevée en une demi-heure et d'avoir des crises. Chaque fois que je tombais malade, ce qui arrivait souvent, ce même sentiment de culpabilité m'envahissait. C'est très étrange. J'avais participé à une longue tournée musicale avec l'artiste country Merle Haggard. Nous avions voyagé depuis la Californie jusqu'à l'extrême nord-ouest du Canada, puis nous étions revenus en Californie. Pendant la majeure partie du trajet, je l'ai passé dans la couchette du bus, mon ordinateur portable étant mon seul lien avec le monde extérieur. Nous avons voyagé pendant des jours, probablement 4 ou 5. Quand nous sommes enfin rentrés en Californie, je suis monté dans ma petite voiture et j'ai pris la route vers chez moi, à environ 40 minutes au nord sur l'Interstate 5. Je n'avais pas encore réalisé que je m'étais fortement déshydraté pendant ce long voyage. Je suis arrivé chez moi, dans les montagnes, sans trop de difficultés, mais c'était le matin et je me sentais agité. Mon frère m'a appelé depuis le casino local et m'a proposé de le rejoindre pour jouer aux machines à sous. Même si je me sentais étourdi, j'avais envie de faire quelque chose pour rompre ce sentiment d'agitation après tant de temps passé dans le bus. Je suis donc remonté dans ma voiture et je suis redescendu en ville. En arrivant au casino, j'ai trouvé mon frère et un ami en train de jouer aux machines à sous au bar. J'ai commandé un jus d'orange car j'avais extrêmement soif et il était trop tôt pour boire une bière. Je me suis assis sur un tabouret de bar pendant une dizaine de minutes à jouer au keno avec mon frère quand j'ai commencé à me sentir très étourdi. Je savais que j'allais perdre connaissance, alors par réflexe j'ai essayé de me lever pour reprendre le contrôle. Puis tout est devenu noir. Mon frère m'a raconté plus tard qu'il m'avait vu me redresser complètement, devenir raide comme une planche, puis tomber directement en arrière sur le sol en béton. Il a aussi dit que du sang avait commencé à s'accumuler à l'arrière de ma tête à l'endroit de l'impact, même si je ne me souviens de rien de tout cela. Soudain, je me suis retrouvé dans un espace éthéré, flottant sans corps. J'étais intensément conscient de tout ce qui m'entourait et je pouvais voir mon corps allongé par terre, avec mon frère et notre ami qui me secouaient et criaient pour que je me réveille. La première pensée que j'ai eue a été « Bon sang, je suis content que ce soit fini ». J'ai aussi été étonné de constater que mon sens de l'humour était toujours intact et que j'étais toujours moi-même dans cet autre lieu. Je me sentais incroyablement bien et léger, sans aucun souci. J'avais l'impression de rentrer enfin chez moi et je ressentais immédiatement une présence qui communiquait avec moi de façon instantanée. Elle m'a d'abord dit « Ne t'inquiète pas, on s'occupe de toi ». Chaque pensée que j'avais recevait une réponse immédiate. Le temps semblait ne plus avoir d'importance et cela m'était égal, car j'étais enveloppé dans ce que je ne peux décrire que comme un pur amour et une acceptation totale. Je savais instantanément que tout allait bien et que j'étais le bienvenu ici, où que soit cet endroit. J'ai ensuite senti mon attention s'élever vers les cieux,
dans un espace chaud et sombre, rempli de lumière. Je savais que j'étais connecté à tout et je voulais rester là. Il est difficile d'exprimer à quel point j'avais l'impression d'y être déjà allé auparavant et à quel point cela ressemblait à un foyer. Puis j'ai pensé que je ne voulais jamais quitter cet endroit et que je voulais aller encore plus loin. Aussitôt, j'ai su que je devais retourner dans mon corps, car j'avais encore des choses à apprendre sur Terre. Cette idée m'a légèrement déçu, mais mon courage a pris le dessus et j'ai senti mon attention revenir vers ma vie terrestre. À ce moment-là, j'ai vu plusieurs scènes de mon passé, des interactions que j'avais eues avec d'autres personnes, et je pouvais ressentir les émotions de chacun comme si c'était les miennes. J'ai alors compris que chaque petite action de nos vies résonne pour toujours dans cet endroit, et que nous sommes tous connectés les uns aux autres et à Dieu. Je ne peux pas dire avec certitude si je communiquais avec Dieu ou avec autre chose, mais je ressentais une présence que je ne peux décrire que comme divine depuis le moment où j'avais changé de forme et d'espace. J'ai senti une traction me ramener vers mon corps et j'ai eu l'impression de traverser un tunnel sombre, jusqu'à ce que j'ouvre lentement les yeux et que j'entende mon frère et notre ami crier mon nom. Les ambulanciers étaient arrivés entre-temps et on m'a transporté sur une civière jusqu'à l'ambulance. J'ai essayé d'expliquer ce que je venais de vivre, mais je n'y arrivais pas sur le moment. Un ambulancier m'a dit que j'étais en état de choc, ce qui a fini par se dissiper. J'ai passé la nuit à l'hôpital et j'ai même reçu la visite de mon employeur, Mère Lagarde, ce soir-là, ce qui a été un moment merveilleux. Je n'ai pas beaucoup parlé de cette expérience jusqu'à ce que je commence à regarder des vidéos d'expériences de mort imminente sur YouTube, où d'autres personnes décrivaient ce qu'elles avaient vécu. Ce n'est qu'à ce moment-là que j'ai compris ce qui m'était réellement arrivé. Depuis cet épisode, je n'ai plus peur de la mort, car je sais au plus profond de moi que nous continuons d'être nous-mêmes après avoir quitté ce corps. Cela a profondément changé ma façon de penser. Je suis très reconnaissant d'avoir pu entrevoir l'autre côté. Depuis, j'ai perdu plusieurs amis et membres de ma famille qui m'étaient chers, et je sais sans l'ombre d'un doute que je les reverrai et qu'ils vivent le même amour et le même terrain de jeu éternel que celui que j'ai eu la chance de visiter ce jour-là. Le 28 mars 2019, j'ai vécu ce que je sais maintenant avoir été une crise cardiaque de type STEMI. J'ai réussi à conduire moi-même jusqu'à l'hôpital, où je me suis effondré à l'entrée de la salle d'attente des urgences. On m'a retrouvé, installé sur un brancard et emmené en tout hâte vers ce que je sais d'aujourd'hui être le laboratoire de cathétérisme cardiaque. J'entrais et sortais de la conscience et j'avais du mal à respirer. Une équipe de professionnels de santé m'entourait et différents membres se penchaient tour à tour sur moi pour me crier des instructions et des questions. Comme je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais pas parler. Cela les poussait à répéter les mêmes questions plus fort et parfois très près de mon visage. Quelle impolitesse, pensais-je. Je voulais juste qu'ils me laissent tranquille. Soudain, je me suis senti mieux. Je me suis demandé comment ils avaient fait ça. Non seulement je n'avais plus de symptômes, mais je me sentais formidable. Je me sentais léger, concentré et incroyablement paisible. Ma rêverie a été interrompue lorsque j'ai entendu un autre homme dans la pièce produire des gémissements et des bruits d'étouffement. Je me suis demandé qui il était et comment il était arrivé là. J'ai décidé de regarder de plus près, surtout pour voir s'il lui criait dessus de manière aussi rude qu'il l'avait fait avec moi. Je me suis approché, j'ai regardé par-dessus leurs épaules et, effectivement, ils étaient tout près de son visage en criant « Monsieur X, restez avec nous, Monsieur X, pas question, me suis-je dit. Ici, c'est ultra agréable, là-bas non. Je reste ici. » Il m'a fallu un certain temps pour comprendre que si Monsieur X était allongé sur cette table de soins à une dizaine de mètres de là, alors qui était en train d'avoir ses pensées et ses perceptions? L'idée que j'étais déjà mort m'a traversé l'esprit. J'ai réalisé que mon dialogue intérieur se déroulait dans un anglais grammaticalement correct et que j'étais capable d'avoir des pensées, des déductions et de prendre des décisions. J'en ai conclu que les fonctions exécutives de mon cerveau étaient intactes. J'ai décidé de tester ma mémoire à court terme. Effectivement, je pouvais me souvenir de tout ce qui avait précédé mon effondrement à l'entrée des urgences. Mieux encore, je m'en souvenais avec une précision et une vivacité extraordinaires. J'ai ensuite décidé de tester ma mémoire à long terme et j'ai choisi arbitrairement la classe de 4e.
Immédiatement, un flot de souvenirs détaillés m'a envahi. Leur netteté et leur intensité m'ont rapidement submergé. Je me suis demandé où tout cela avait bien pu être stocké. J'ai conclu que mon système de mémoire à long terme était intact et bien plus vaste et profond que je ne l'aurais jamais cru possible. Je me suis alors laissé aller à la sensation de paix que j'éprouvais. C'était une paix qui dépassait toute compréhension, et je ne voulais ni n'avais besoin de rien d'autre, jamais. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans cet état, mais j'ai fini par décider d'explorer un peu. Immédiatement, je me suis retrouvé debout dans une prairie d'herbe courte, le regard tourné vers l'horizon. Il n'y avait ni arbres, ni routes, ni animaux, ni clôtures. Il n'y avait que moi et la prairie sans fin. En observant la scène, j'ai remarqué qu'à l'horizon se trouvait un nuage noir, cylindrique et horizontal, qui glissait à la surface du sol. Il s'étendait hors de vue dans les deux directions. Je ressentais l'énergie immense qui venait vers moi. Ce nuage me fascinait et je m'y suis perdu. Soudain, j'ai compris que ce nuage était la mort, ou du moins la projection symbolique de la mort par mon cerveau. Je savais que si le nuage me touchait, j'étais mort. Deux pensées me sont venues à l'esprit. La première était que je ne comprenais pas pourquoi je me sentais toujours totalement détendu et paisible. N'aurais-je pas dû ressentir de la douleur, de la peur ou de la panique ? Une voix dans ma tête a répondu « non ». La deuxième pensée était « ne devrais-je pas être en train de faire l'inventaire de mes regrets et de revoir ma vie ?» À nouveau, la voix dans ma tête a dit « pas besoin. Tu fais déjà beaucoup ça dans le monde. » Et c'en fut ainsi. J'ai reporté mon attention sur le nuage et j'ai été surpris de voir qu'il s'était beaucoup rapproché. Il ne me touchait pas encore, mais avec un élan, j'aurais pu cracher dedans. J'ai essayé de former une pensée, mais j'en étais totalement incapable. J'y ai vu le signe que la mort physique était imminente. Je me suis senti entrer dans l'attraction gravitationnelle du nuage noir. À cet instant précis, j'ai entendu une voix derrière moi, juste au-dessus de mon épaule droite. La voix a dit « Où est le tunnel de lumière ? Où sont les proches décédés pleins d'amour qui t'appellent ? Où sont les anges de lumière qui t'exhortent à ne pas avoir peur et à te réjouir ?» La voix était complice, affectueuse et légère. À cet instant, j'ai pu respirer. J'ai su avec certitude que j'allais vivre. J'ai réintégré mon corps avec un choc sourd, un événement qui aurait dû provoquer une grande jubilation. Ce ne fut pas le cas. Ma première pensée a été, cette chose a l'air faite de béton mouillé. Elle doit peser 1 tonne. Je ne pourrai jamais la bouger. Comment les gens font-ils pour vivre là-dedans ? Ensuite, j'ai perdu connaissance pendant une durée indéterminée et je me suis réveillé entouré de toutes sortes d'électrodes et d'appareils émettant des bips. L'infirmière m'a annoncé joyeusement que j'étais un homme chanceux et que je venais de survivre à une crise cardiaque de type STEMI. Ma convalescence a donné lieu à quelques anecdotes amusantes, mais elle a été étonnamment facile. Comme on peut le deviner à la lecture de ce qui précède, j'avais déjà quelques connaissances sur les expériences de mort imminente, car j'en avais lu plusieurs récits dans les années 1970. Je n'ai jamais flotté, je ne suis jamais entré dans un tunnel de lumière et je n'ai jamais été submergé par une eau écrasante et un sentiment d'unité avec l'univers. L'au-delà et l'expérience de la conscience sans corps me semblent aller de soi. Pour moi, la leçon de cette expérience est la suivante, rien ne fait mal, et l'au-delà attend tendrement votre arrivée. Le dimanche 17 juillet 2022, je me promenais avec mon lézard barbu, Lémi. Nous traversions les tunnels de drainage comme raccourcis pour atteindre notre destination. Nous nous reposions dans une partie ouverte du canal, située juste derrière les pistes de l'aéroport de North Las Vegas. J'étais assis en arrière, regardant les petits avions décoller et atterrir. Mon petit compagnon se trouvait à quelques mètres de moi, en train de prendre le soleil. Je buvais enfin une longue gorgée d'eau de ma bouteille en observant un petit Cessna monomoteur effectuer un virage à droite dans ma direction et se préparer à atterrir. J'ai vu un autre petit avion descendre derrière lui. Du moins, c'est ce que cela semblait être depuis mon point de vue. Je m'attendais à ce que les avions passent directement au-dessus de moi pour se poser. Mais, à mon horreur, je les ai vus entrer en collision en plein vol, à environ 15 mètres au-dessus de moi.
Je me suis précipité sur mes pieds, j'ai attrapé Lémi et j'ai couru vers les pentes abruptes du canal d'évacuation. Lorsque j'ai entendu le bruit assourdissant de l'explosion, j'ai été projeté en avant avec une force immense, tout en étant criblé de petits morceaux de débris. J'ai perdu connaissance en heurtant le sol. Quand j'ai repris conscience, je ne voyais rien d'autre qu'un tunnel sombre. J'ai cru avoir imaginé toute la scène et j'ai regardé autour de moi pour chercher Lémi. Mais il n'était pas là. J'ai paniqué et j'ai couru vers la sortie du tunnel. J'ai été aveuglé par une lumière intensément vive. Puis, je me suis retrouvé dans un autre endroit. C'était comme une oasis herbeuse. Cela m'a profondément troublé lorsqu'une étrange silhouette encapuchonnée m'a accueilli et m'a conduit le long d'un sentier jusqu'à un champ. De nombreuses personnes étaient assises là. J'ai reconnu ma grand-mère, ma grand-tante et un ami proche de la famille. Ils étaient tous décédés quand j'étais plus jeune. J'ai demandé à la personne en robe, « Qui êtes-vous » Au lieu de me répondre, les autres me demandaient ce que je faisais là si tôt. J'ai répondu, « Je ne sais pas », je leur ai raconté qu'il y avait eu un crash, que je m'étais évanoui et que je m'étais réveillé ailleurs sans Lémi. J'ai demandé s'ils l'avaient vu et exigé de le rejoindre. L'homme en robe a posé une main sur mon front et tout est devenu flou et sombre. J'ai ouvert les yeux. Cette fois, je me trouvais au sol et je souffrais énormément. En me relevant, j'ai aperçu l'épave en feu du petit Cessna à environ 6 mètres de moi. L'odeur âcre de chair et de métal brûlé était très forte. J'ai regardé autour de moi avec frénésie pour trouver Lémi et je l'ai aperçu à quelques pas. Je l'ai ramassé et j'ai composé le 911. J'expliquais la situation tout en m'approchant prudemment de l'épave en flammes. Je voulais voir si quelqu'un avait réussi à survivre. C'était tellement horrible que, même si cela restera à jamais gravé dans ma mémoire, certaines choses sont mieux laissées non racontées. J'ai souffert d'un genou cassé et d'un poignet fracturé. Lémi a subi une fracture d'un membre antérieur et un déplacement de la colonne vertébrale. Nous avons passé une journée à l'hôpital. Les infirmières ont été extrêmement gentilles avec moi et avec le petit Lémi. Elles lui ont même fabriqué une petite attelle pour sa patte. Au final, nous nous en sommes sortis. J'aimerais pouvoir en dire autant pour tout le monde, mais la collision aérienne a causé 4 morts. Des journalistes m'ont sollicité pour une interview, mais j'ai refusé en raison du choc sévère que je subissais encore. Je rentre du travail en voiture sur une autoroute recouverte de neige. Je distingue à peine quoi que ce soit à travers la neige qui tombe, mais j'ai déjà dépassé 4 lieux d'accident. Je regarde au loin. Une barrière en béton à l'entrée d'un virage fait partie d'un chantier où une portion de la route est fermée. Je change donc de voie. Le conducteur derrière moi perd soudain le contrôle en changeant de voie, sa voiture dérape et touche mon pare-chocs arrière. Par réflexe de surprise, je veux lui laisser de la place, mais cela fait perdre toute adhérence à ma voiture. Mon véhicule est projeté vers l'avant comme une flèche. Les roues n'accrochent plus rien et je fonce inévitablement droit sur la barrière de béton dans le virage. C'est fini. Je crie et mes yeux deviennent noirs. Puis je me sens m'élever rapidement hors de la voiture et je vois les souvenirs de ma vie tomber vers la terre sous forme d'images dorées scintillantes. Je contemple ma vie. Mon regard se pose sur Heinz, qui me sourit, et soudain je me souviens, nous sommes des constructivistes. Nous pouvons décider de la manière dont nous percevons nos vies. Je décide alors d'examiner les souvenirs qui tombent pour voir s'ils me donnent un indice sur la façon dont je pourrais survivre à l'impact contre la barrière de béton. Au moment où je prends cette décision, les expériences, sous forme d'images dorées reliées à des filaments lumineux qui s'échappent de mon corps, commencent à remonter et à tourner autour de mon corps spirituel. Celui-ci s'étire, s'allonge de plus en plus jusqu'à toucher l'un des souvenirs, par lequel il est immédiatement absorbé. Il fait nuit. Je suis assis à côté de mon ami Florian et je ressens depuis le siège passager comment la voiture glisse de droite à gauche sur la route verglacée. Chaque fois que les pneus retrouvent de l'adhérence, il accélère pour nous faire passer entre les lignes électriques et sortir de la zone habitée. Les poteaux en bois des lignes électriques sont aussi massifs que des arbres et tout aussi dangereux en cas de collision que si nous poursuivions une maison en béton. Ainsi,
nous dérivons d'un côté à l'autre de la route et parvenons à quitter le village avec nos dernières forces. Ce faisant, nous avons pris de la vitesse, ce qui deviendra une chance incroyable pour notre survie, car nous aurons besoin de cette vitesse pour nous sortir de la situation d'accident. Finalement, la voiture perd toute adhérence et glisse inexorablement à travers les deux voies en direction du fossé. Je vois nos deux visages aux yeux grands ouverts, déformés par la peur. Puis je revis l'instant de l'accident, à nouveau du point de vue du passager. Je crie lorsque la voiture quitte enfin la route et glisse dans un silence irréel à travers le fossé, tandis que je regarde le ciel nocturne. Ensuite, mon corps spirituel quitte de nouveau la voiture. Je vois seulement notre véhicule sauter par-dessus le fossé et atterrir avec ses 4 roues en même temps dans la neige du champ gelé. Miraculeusement, les essieux tiennent, et j'aperçois encore la voiture filer à toute vitesse à travers le champ, tandis que mon corps spirituel s'élève vers le ciel et que le souvenir se dissout dans un néant noir. À nouveau, les images dorées des souvenirs de ma vie me traversent. Puis le flux s'arrête brusquement et je perds connaissance. Quand je reviens à moi, je me vois assis dans le brouillard dense d'un sauna à vapeur, à côté de mon ami Wolfgang. Il me raconte son accident et comment sa voiture a été percutée latéralement. Il se réjouit de la chance qu'il a eue que cela se produise en ville et non sur l'autoroute. Il pense que s'il avait roulé à plus de 50 km/h, il serait mort sur le coup. Ainsi, l'accident ne lui a brisé que la hanche. Je nous observe et j'apprends. Dans ce second souvenir, je suis moins emporté par l'émotion. J'ai donc plus de contrôle que dans le premier. Je perçois toute la situation simultanément, sans alterner entre perspective intérieure et extérieure. Je peux même savourer le calme de ce souvenir et le sentiment de sécurité partagé. Wolfgang est un très bon ami. Globalement, j'ai sans doute appris davantage de sciences grâce à son travail sur mes textes que par les professeurs de mes études. Je ne connais personne d'autre qui travaille avec une telle minutie dans tous les domaines comme lui. Nous sommes restés plus d'1 heure dans le sauna à vapeur ce jour-là, et il m'a expliqué chaque détail de l'accident, ainsi que ce qui se serait passé si quelque chose avait été différent, quelles étaient les chances de survie à telle vitesse, sous tel angle et avec tel type de voiture. J'apprécie sa voix grave, douce et légèrement rauque. Pendant un moment, je me repose entièrement dans ce souvenir. Puis j'entends Wolfgang dire qu'un accident similaire sur l'autoroute, aussi bien en collision frontale que latérale, aurait été mortel. Cette phrase me tire brutalement de mon sentiment de sécurité. Soudain, je me souviens que je ne suis pas du tout assis dans un sauna avec mon ami, mais que je suis en danger de mort immédiat sur l'autoroute. Je me rappelle que ma tâche est de survivre à cet accident qui vient de se produire. À cet instant, le souvenir se dissout. Le flot d'images dorées et multicolores m'envahit. Cette fois, je le perçois comme une sorte de réseau synesthésique de tunnels arqués traversant un espace multidimensionnel. Cela me rappelle les rêves de mon enfance et m'apporte une sensation de chaleur et de sécurité. Puis ces perceptions se brisent et je m'éveille dans le souvenir suivant. Je me vois dans le centre d'accueil pour réfugiés, me jeter tête la première contre le mur et glisser le long de celui-ci en roulant vers l'avant sur mes omoplates. À la fin de ma journée de travail au centre, je donnais à Mohamed, un jeune Syrien, des cours particuliers de méditation du mouvement évolutif et d'apprentissage de la chute. Avant de fuir, Mohamed avait fréquenté une école de sport spécialisée en gymnastique au sol et il était passionné par le parcours. Il souhaitait depuis longtemps que je lui montre comment je combinais les arts martiaux, les arts du mouvement et la méditation. Une leçon en est devenue 2, et lorsque la 3e a commencé, nous avons osé les figures les plus folles et les roulades les plus aériennes. Quand le flux a la bonne vitesse et le bon angle, tu peux utiliser la résistance du sol et du mur pour te propulser plus loin sans te blesser. La résistance devient alors un outil pour ton mouvement, de la même manière qu'un objet devient utile parce qu'il s'oppose à ton geste. Les objets sont des indices tangibles de notre propre comportement. Si tu lances une pierre sur l'eau avec le bon élan, tu peux même la faire rebondir sur un lac, m'entends-je dire. Alors que je nous regarde voler dans les airs et que j'écoute mes propres paroles, la pensée salvatrice me vient, si je braque le volant au tout dernier moment, puis-je réussir une sorte de roulade aérienne par-dessus la barrière de béton ? À peine cette pensée achevée,
je me retrouve de nouveau derrière le volant de ma voiture, juste à temps pour la mettre en pratique. Littéralement au dernier instant avant l'impact, je tourne brutalement le volant et l'arrière se dérobe. Le pneu avant droit de ma voiture frappe la barrière de béton comme une grenade. Je perds connaissance. La violence du choc brise l'essieu reliant les deux roues avant et arrache en plus une grande partie de la jante métallique ainsi qu'un morceau du pneu. Heureusement, le rapport d'accident est paru dans le journal comme l'accident d'hiver le plus spectaculaire, ce qui m'a permis de décrire comment l'accident s'était produit pendant que j'étais inconscient. L'impact projette l'arrière de la voiture en l'air et la combinaison de l'élan et de la rotation envoie le véhicule par-dessus la barrière de béton dans une vrille complète. Au point culminant de cette trajectoire, je reprends conscience un instant, juste au moment où la voiture commence sa descente. Tout en moi hurle, je ne veux pas mourir. Cela ne doit pas arriver. Puis ma conscience s'assombrit et je m'évanouis de nouveau. Étrangement, durant cet évanouissement, je sens que ma vie est reliée à toute la vie sur cette terre. Je vois d'innombrables cristaux communicants qui brillent et scintillent de différentes couleurs. Partout, ça étincelle comme si la vie de cette planète luttait elle aussi pour sa survie face à l'obscurité finale. Pendant ce temps, dans la réalité, selon l'article du journal, ma voiture a atterri sur la voie d'arrêt d'urgence en touchant le sol par le toit, puis a encore glissé sur plusieurs mètres sur le béton. Bien que la plus grande partie du toit ait été écrasée, le toit au-dessus du siège du conducteur a été miraculeusement épargné. Lorsque je reprends conscience après environ 20 minutes, tout bourdonne et brille avec une telle intensité que je ne distingue rien d'autre que des contours éblouissants. Je crie alors. La première impression claire que je perçois est celle de percuter de face un mur de béton. Ma voiture était déjà sur le toit depuis un moment, et ce mouvement supposé vers l'avant n'était qu'une illusion sensorielle causée par ma commotion cérébrale. Peu à peu, mes sens se calment. Je me vois suspendu la tête en bas dans ma voiture, retenu par la ceinture de sécurité. Ce que j'avais pris pour un mur de béton était en réalité le sol en béton de la voie d'arrêt d'urgence. Le pare-brise de la voiture s'était arrêté à moins de 10 cm de mon visage, bloqué par le béton fissuré et fortement bosselé de la bande d'arrêt. Pour m'assurer que je n'hallucine pas, j'avance la tête et j'appuie mon visage, le nez en premier, contre le pare-brise. Je sens la glace et le froid du béton sur mon visage. Si quelqu'un me percute par l'arrière maintenant, il ne restera de ma tête qu'une bouillie, et ma première pensée lorsque je parviens à réfléchir de nouveau. Mais si j'ai des blessures internes et que je bouge, je pourrais mourir d'un simple mouvement imprudent, et la deuxième. Quoi qu'il en soit, après tout ce que j'ai traversé, je ne veux pas mourir parce que quelqu'un ne garde pas ses distances et percute encore l'arrière de ma voiture. Je décide de vérifier mon intégrité à l'aide des schémas fondamentaux du mouvement évolutif. Chaque atome, même en bonne santé, peut osciller verticalement, latéralement et transversalement. C'est ce que j'essaie de faire avec les micro-mouvements de la colonne vertébrale. Mon corps semble aller bien. J'ose faire un équilibre sur les mains, les jambes appuyées contre le toit de la voiture, afin de pouvoir détacher ma ceinture de sécurité d'une seule main. À gauche, au-dessus de moi, la fenêtre est juste assez ouverte pour que je puisse m'y faufiler. Heureusement, l'impact a fait voler presque tout le verre hors du cadre. Je me tortille pour sortir, les jambes en premier, ne m'égratignant que légèrement. Quelqu'un me tend déjà la main tandis que je fais passer le haut de mon corps à travers la fenêtre brisée. J'entends une voix effrayée dire « Ne bougez pas. Vous pourriez mourir. » Je saisis la main tendue pour m'extraire complètement de la voiture jusqu'à me retrouver allongé sur le sol gelé et enneigé. Je roule sur le sol et je me relève. Alors, un calme profond s'installe en moi. Je regarde la neige qui tourbillonne, éclairée par les néons de l'autoroute. Je lève les yeux vers le ciel et je vois les étoiles briller dans l'obscurité de la nuit. C'est bouleversant d'être en vie. Le 13 juin 2020, mon père est décédé dans un centre de soins. Je n'avais aucune idée qu'il allait mourir ce jour-là. J'habite à plus de 300 km. Au moment de son décès, j'étais dans mon jardin avec mon mari en train de construire une extension de terrasse. J'étais parfaitement éveillé et c'était le milieu de l'après-midi. Je ne consomme pas de drogue et je n'avais pas bu d'alcool.
Lorsque mon expérience a commencé, je pelletais du gravier de l'allée dans une brouette et je la poussais jusqu'à la terrasse arrière, où mon mari la prenait ensuite pour la faire descendre par une rampe vers la terrasse inférieure. Cet événement s'est produit durant un seul trajet entre le jardin de devant et l'arrière. En décrivant cette expérience, je parle depuis deux perspectives. Je crois qu'il y avait un « moi spirituel » qui a vécu et observé l'événement de transition du départ de mon père de ce monde, et il y avait le « moi humain ». En tant que moi humain, je repense à l'expérience spirituelle avec un regard analytique, en essayant de relier les éléments pour comprendre ce qui s'est passé. Pendant cet événement, le moi humain poussait une brouette et n'a aucun souvenir de la façon dont je suis passé du point A au point B. Le moi spirituel a été témoin de toute autre chose. Alors que je poussais la brouette près de l'érable, j'étais essoufflé. Je me suis donc arrêté pour reprendre mon souffle. Je me tenais à environ 1,50 m de notre érable. Je me souviens avoir levé les yeux vers le ciel bleu et ressenti la chaleur de cette journée d'été. Quelque chose m'a traversé. Une pensée s'est exprimée, quelle belle journée d'été, tandis que je ressentais en même temps une émotion de joie absolue. Une sorte de transition s'est produite à cet instant. Je ne peux décrire cette sensation que comme une joie pure qui me traversait de l'arrière vers l'avant. C'était comme si un sourire géant s'était figé sur mon visage. Je me souviens vaguement avoir vu une sorte d'apparition dorée qui me souriait en retour. Un reflet peut-être. C'était très rapide. J'ai ressenti une sensation d'élévation et je me rappelle aussi que mes yeux semblaient se retourner vers le haut de ma tête. Quelque chose a changé de manière si fluide que je ne me suis même pas rendu compte que cela avait changé. Après cette transition, mon attention s'est portée sur l'érable. L'arbre qui se trouvait à 1,50 m de moi semblait désormais à plus de 15 mètres. Le jardin semblait étiré ou déformé. Même à ce moment-là, il ne m'est jamais venu à l'esprit que quelque chose avait changé ou que c'était anormal. Je ne me suis même pas demandé comment j'avais pu me déplacer aussi loin instantanément. Il y avait un homme debout sous l'érable, le dos tourné vers moi. À ce moment-là, j'ai supposé que c'était mon mari. Je me suis senti légèrement agacé contre lui, car je l'avais laissé sur la terrasse inférieure et je me demandais ce qu'il faisait sous l'arbre. J'ai regardé ses pieds. Il portait un jean, une casquette de baseball et un t-shirt bleu. Il n'avait rien d'une apparition ou d'un fantôme. Il paraissait jeune et bien réel. À ce moment de mon expérience, je n'ai pas réalisé qu'il s'agissait de mon père. J'étais sur le point de lui crier « Qu'est-ce que tu fais là-bas ?» mais pour une raison quelconque, je ne l'ai pas fait. À un autre moment de cette expérience, je me souviens avoir voulu regarder quelque chose de plus près, et instantanément, j'étais à la fois loin et tout près de l'arrière de sa nuque, comme si je me trouvais à quelques centimètres seulement. Je voyais chaque cheveu dépassant de la lanière de la casquette. Je peux décrire cela comme être proche tout en étant en même temps à distance. Honnêtement, je ne sais pas à qui appartenaient ces cheveux. Mon mari se trouvait toujours sur la terrasse inférieure à l'autre bout du jardin. L'homme sous l'arbre n'était manifestement pas mon mari. Je suis ensuite passé à ce que je ne peux décrire que comme la scène suivante. Je me percevais toujours comme travaillant dans le jardin. Dans mon esprit, je me dirigeais vers l'avant. J'ai remarqué une lumière arrivant sur le côté gauche de cet homme. Je me souviens avoir pensé « Oh, une lumière arrive ». Je n'étais pas vraiment impressionné ni consciente de son importance, mais je me disais « Jolie lumière ». Puis c'était comme si je repassais près de l'arbre ou que mon attention était de nouveau attirée par la lumière. Cette fois, j'ai remarqué quelque chose de différent, comme on ne voit pas ça tous les jours. C'était une lumière douce, blanche et brumeuse. Elle scintillait comme si elle contenait des étincelles. Il y avait une clarté blanche difficile à décrire. J'ai aussi vu des couleurs, des nuances de rose pâle et de bleu. La lumière baignait cet homme sur son côté gauche et c'était absolument magnifique. Je suis resté là et je me suis dit, waouh, c'est magnifique. J'aimerais avoir un appareil photo. Il est peut-être important de noter qu'à ce moment de la journée, le soleil se trouvait du côté droit de la maison, tandis que cette lumière incroyablement belle venait de la gauche. Ce qui s'est produit ensuite fut la partie la plus profonde de mon expérience. J'ai vu ou perçu un bras vêtu d'une robe s'étendre depuis cette lumière.
Je dis perçu parce que, pour la majeure partie de mon expérience, je peux fermer les yeux et revisiter tous les détails très nets, sauf en ce qui concerne ce grand bras sortant de la lumière. Je sais que j'ai vu un bras au moment de l'expérience. Mais lorsque je ferme les yeux pour me souvenir, je ne peux pas le revoir, si ce n'est le scintillement intense qui s'est produit lorsque le bras a touché l'arrière de l'épaule gauche de mon père. C'était comme si une couture s'était ouverte dans mon jardin et que la lumière s'en déversait. L'être émanait d'une lumière qui était à la fois la lumière et à l'intérieur de la lumière. La lumière était éclatante mais douce. Je n'ai pas vu de visage. Au même moment où le bras tendu a touché l'arrière de l'épaule gauche de mon père, une vive étincelle est apparue. À cet instant précis, j'ai entendu une voix ou une pensée dans ma tête qui disait avec une intensité d'amour indescriptible « Je l'aime ». C'était comme une voix intérieure, douce et murmurée, disant « Je l'aime ». Ce n'était pas ma pensée, même si elle semblait passer par mon esprit. Je comprends maintenant que l'on me parlait par télépathie. L'amour intense qui traversait mon cœur en même temps que j'entendais la pensée « Je l'aime » était d'une puissance incroyable. Je me sentais paralysé par l'amour et l'émerveillement. C'était à la fois une expérience émotionnelle et physique. J'avais l'impression d'incliner la tête vers mon épaule gauche, comme on le ferait en contemplant la chose la plus innocente et la plus belle que l'on puisse imaginer. En même temps, mon cœur débordait d'amour. Je crois maintenant que je partageais réellement l'expérience de mort de mon père à cet instant. Lorsque l'être de lumière a touché son côté gauche, mon cœur, du côté gauche, a littéralement gonflé d'amour. Je l'ai ressenti comme une sensation physique. J'ai pensé ou répondu, je ne dirai jamais ça. Je comprends maintenant que cette réponse venait du fait que je reconnaissais que cet amour qui me traversait ne venait pas de moi. J'étais confuse. J'exprimais la vérité. Cet amour était si intense et d'une nature parentale. Je n'avais jamais ressenti un tel amour auparavant. Je ne pense pas qu'il existe sur Terre sous cette forme. La chose qui s'en rapprochait le plus était l'amour que j'ai ressenti après avoir donné naissance à mes enfants, mais en beaucoup plus fort. Était-ce l'ainsi que j'étais censé aimer? Lorsque ces mots « je ne dirai jamais ça » ont traversé mon esprit, j'ai ressenti de la honte. J'ai réalisé à cet instant que mon âme ou mon esprit était à nu et ouvert. Il n'y avait aucune barrière et rien n'était caché. Il n'y avait pas de peur, juste un peu de honte. Mais cette honte a été rapidement balayée. À un moment donné, je ne regardais plus mon père. Peut-être qu'il n'était plus là et que toute mon attention était tournée vers la lumière. J'étais fasciné par la beauté, les couleurs, l'amour et l'émerveillement. J'ai vu ce qui ressemblait à de douces graines de pissenlit flotter et refléter la lumière. Bien qu'il ait pu s'agir d'insectes dans mon jardin, je me souviens les avoir vus danser dans la lumière. J'ai également vu quelque chose de plus solide dans la lumière. C'était d'un or éclatant, avec une densité plus fluide et plus consistante. J'essayais de comprendre ce que c'était. Instantanément, comme si je m'étais déplacé par la pensée, je me souviens avoir été à l'intérieur de ce que je décrirais comme le centre d'une sphère d'énergie blanche douce, semblable à de la neige de télévision mais plus fine. Des fenêtres se trouvaient tout autour à l'intérieur de cette sphère. Les bords de ces fenêtres étaient comme un vignettage, se fondant dans cette sphère de blanc statique. La fenêtre devant moi diffusait un film hyper-réaliste en haute définition. L'homme qui marchait dans ce film était sans aucun doute mon père vu de dos, marchant vers une vieille maison. Il portait toujours un jean, un t-shirt et une casquette de baseball. L'homme dont je voyais le dos dans mon jardin était le même que celui que je regardais dans ce film. C'est à ce moment-là que j'ai reconnu mon père pour la première fois, et il était une version plus jeune de lui-même. Il marchait vers une maison entourée d'herbes vertes. La maison avait un revêtement en bois blanc jaunâtre. Même si je n'ai vu personne d'autre que mon père dans cette fenêtre, j'entendais un enfant rire et j'entendais des gens rire. Je me suis senti émotionnellement lié à cet enfant qui riait. Cela ressemblait à un souvenir, mais ce n'était pas un souvenir dont je me rappelle. C'était comme si quelqu'un poursuivait l'enfant, comme lorsqu'on joue à chat. Les fenêtres sur les côtés de la sphère étaient, dans mon souvenir, floutées, avec des taches noires et blanches. Quoi que ce soit qui s'y déroulait, je ne pouvais pas le voir.
La chose suivante dont je me souviens est la sensation de poser ou de laisser tomber la brouette près de la terrasse inférieure, là où j'avais laissé mon mari travailler. Ma vision physique était noire, puis elle est revenue rapidement. Il y a eu une traction, un tiraillement. C'était comme si du sable doux se déversait sur le sommet de ma tête et chatouillait l'arrière de mes yeux. En quelques secondes, lorsque ma vision physique fut complètement rétablie, j'ai vu mon mari sur la terrasse inférieure, là où je l'avais laissé. Ma première pensée a été, si mon mari est sur la terrasse, qui est sous l'arbre? Je me suis assise sur la terrasse et je fixais l'arbre. Je me suis dit, que vient-il de se passer? Il s'est passé quelque chose. Je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais je savais que j'avais vu quelqu'un sous l'arbre. J'entendais encore comme un écho le rire de l'enfant et j'avais un fort sentiment de déjà-vu. Je me sentais lourde, comme sous un poids. La gravité. J'essayais de raccrocher cela à la réalité. Je me suis dit, ai-je confondu le barbecue avec une personne? Est-ce que je rêvassais? À ce moment-là, je ne pouvais pas me rappeler les détails, seulement des fragments. Je restais là, perplexe. Tout ce dont je me souvenais alors, c'était que j'avais vu un homme sous l'arbre, mais qu'il n'y avait personne. Il ne restait que l'essence d'un souvenir persistant de pique-nique et le rire de l'enfant. Finalement, j'ai haussé les épaules et je suis retourné travailler. Étrangement, j'étais pleine d'énergie et j'ai même travaillé plus que mon mari. Plus tard dans la soirée, nous avons décidé d'arrêter, et c'est à ce moment-là que j'ai remarqué que mon téléphone était inondé de messages de mes frères et sœurs. Je n'ai pas eu le temps de les lire car, à cet instant précis, mon frère m'a appelé et m'a dit « Comment est-ce que tu le prends ?» Je lui ai répondu que je ne savais pas de quoi il parlait, mais que je supposais que notre père était décédé. Nous avons parlé un moment. J'ai pris une douche et mangé un petit dîner. Plus tard, j'étais seul et je repensais à la journée. J'ai lu les messages, puis j'ai réfléchi à ce que je faisais au moment où mon père est mort. Et tout m'est revenu, absolument tout, chaque détail. Je me souvenais de tout ce que j'ai décrit ci-dessus. J'étais si heureuse que j'ai commencé à le raconter à mon mari, puis à d'autres membres de la famille. Tout ce que je disais, c'était « Je ne suis pas spécial, mais j'ai vu papa aller au paradis. » J'ai maintenant 1 million de nouvelles questions sur la vie. Je ne sais pas si cette expérience était destinée uniquement à moi. Je comprends clairement que je ne suis pas plus spécial que quiconque, car nous sommes tous aimés et tous spéciaux. Ce que je sais, c'est que lorsque d'autres personnes ont partagé leurs expériences, je me suis senti validé, comme si je ne perdais pas la raison et que je n'étais pas seul. Il y a eu de nombreux événements et rêves dans ma vie avant cette expérience. Je les considère maintenant comme des repères ou des synchronicités, et beaucoup d'autres ont eu lieu après. Cette expérience était très différente, car j'étais pleinement éveillé et c'était le milieu de l'après-midi. Aujourd'hui, je prête une grande attention à tout dans ma vie. Je ne crois pas que quoi que ce soit arrive par hasard ou par coïncidence. J'avais 5 ans. Je montais mon poney noir, nommé Fireball, avec ma sœur jumelle. Mon père, ma mère et un ami regardaient. Mon père voulait montrer nos talents d'équitation à son ami. Il m'a choisi pour faire la démonstration parce que j'étais plus intrépide que ma sœur. L'enclos était boueux et peu adapté pour monter à cheval. Je le savais, mais je m'en fichais. J'ai commencé à galoper et à faire mes figures. J'ai tourné les rênes vers la droite et les jambes du poney ont croisé vers la gauche. J'ai senti que nous tombions vers la clôture. La chose suivante que je vois. Je suis directement au-dessus de mon corps et je regarde en bas avec une vision à 360 degrés. Je vois les jambes du poney se redresser. J'aperçois un éclat de ma veste rose près du garrot sous le poney. Je ne ressens aucune douleur et je me sens libre. Il n'y a ni émotion ni peur. J'entends comme un son dans l'esprit et je suis extrêmement consciente que je suis toujours moi, même si je ne ressens aucun attachement au corps sous le cheval. Alors que je continue de monter lentement, je regarde toujours la scène en dessous. J'entends ma mère crier. Je vois mes parents courir vers moi et ma sœur qui a l'air terrifiée près du portail. Puis je me retrouve dans une obscurité totale, infinie et partout à la fois. Je n'ai pas peur,
ce qui est étrange car encore aujourd'hui j'ai peur du noir. J'entends quelqu'un me parler, mais je ne vois personne. Je questionne tout. Je pose ce qui me semble être 1 million de questions et les réponses me sont données entièrement et complètement dans mon esprit. Je comprends que chaque action peut sembler mauvaise, mais qu'elle sert le bien supérieur. Tout est parfait d'une manière ou d'une autre. Je pose des questions sur la religion et sur l'immensité de l'ensemble. La seule réponse dont je me souviens ensuite est le mot « dogme ». Ce mot représentait l'idée que la vérité est brouillée par les sentiments humains. Bien que venant de bonnes intentions, cela empêche les autres de grandir spirituellement. J'ai l'impression d'avoir passé très longtemps dans cet endroit à poser toutes sortes de questions à cet être, patient et bienveillant, qui répondait à ces questions simples. Je me sentais très intelligente et comblée. Puis il y a eu un minuscule point de lumière. Tout à coup, je me suis retrouvé dans un royaume avec des nuages d'un blanc éclatant et de grands bâtiments en marbre. Des gens s'y affairaient. La lumière était partout et tout était lumière. On pouvait voir la lumière dans les moindres détails. C'était magnifique. Un groupe de personnes est venu à ma rencontre. Je savais qu'elles me connaissaient et qu'elles étaient très heureuses et enthousiastes de me voir. Moi, je ne savais pas qui elles étaient. J'ai continué à poser des questions à ces êtres. C'était si écrasant d'amour et d'informations que j'ai dû m'éloigner du groupe. Le souvenir suivant est celui où je me trouvais au bas d'un escalier en marbre. Il y avait 2 grands êtres vêtus de robes blanches. Je veux dire que c'étaient des anges. Ils étaient beaux, mais intimidants et masculins. L'un était blond avec des cheveux plus longs et bouclés, l'autre avait les cheveux plus foncés. Tous 2 me connaissaient. Pourtant, je leur ai demandé qui ils étaient. Ils me l'ont rappelé et je me suis souvenu que je les connaissais. Ils étaient heureux de me voir et je ressentais une excitation joyeuse. Ils ont regardé vers le haut des marches et ont dit que quelqu'un voulait me parler. J'ai eu l'impression de flotter jusqu'en haut de l'escalier. J'ai rencontré quelqu'un que je savais être très important et je crois que c'était Jésus. Je savais que je n'avais pas fait assez pour lui dans ma vie. Je me sentais honteuse d'être en présence de cette figure d'autorité et d'avoir manqué le sens de ma vie sur terre. J'étais aussi gêné de devoir me rappeler qu'il m'avait donné cette vie et qu'il me demandait ce que j'en avais fait. Je sentais qu'il me comprenait, qu'il m'aimait et qu'il n'y avait aucun jugement. On m'a dit que je devais retourner. J'ai dû refuser, car le souvenir suivant consiste à me montrer pourquoi je devais revenir dans mon corps. Il a dit, « Pense à ta mère et à ton père si tu meurs. » J'ai trouvé étrange de ne pas avoir pensé à eux du tout depuis mon arrivée dans cet endroit. Il m'a montré un écran transparent, comme une vidéo, de ce que seraient les vies de mes parents et de mes sœurs si je ne revenais pas. Cela montrait toute leur existence, du début à la fin, en un instant. On m'a montré que la vie serait plus difficile pour chacun d'eux, remplie de tristesse. J'ai ressenti de la culpabilité et de la peine à l'idée qu'ils aient à vivre cela. Pourtant, j'hésitais encore, car je savais que mes proches ne mettraient pas longtemps à me rejoindre là où j'étais. Il a dit, « Voici ta vie et ton but », tout en me montrant ma vie future sur l'écran. J'ai vu que je serais impliqué dans l'église où je suis aujourd'hui. Je serai marié et j'aurai 3 garçons. Je les ai maintenant qui courent dans la maison. J'ai vu l'avenir de chacun d'eux. J'ai vu que ma vie avait un effet en cascade sur les personnes autour de moi. J'avais de nombreux choix possibles, menant à des résultats très bons ou moins bons. J'étais déçu à certains égards, car je sentais qu'avec tout le savoir que j'avais acquis, j'avais gaspillé ma vie. La vie est un magnifique cadeau de Dieu. J'ai compris que j'étais très matérialiste et que je passais à côté de l'essentiel. Il m'a montré la Terre et elle ressemblait à une image prise par un satellite lointain. Alors que nous avancions lentement, il m'a montré qu'il y aurait une période sombre sur Terre après un certain temps. Je me suis senti profondément poussé à revenir rien que pour cette période. Je voulais être une lumière de bien et me racheter afin d'accomplir mon but. J'avais ce sentiment d'urgence et ce besoin de revenir pour faire une différence. Je devais le faire. Je savais que je reviendrais et que ce ne serait pas long du tout avant de repartir et de revenir ici. Ce serait comme un clin d'œil. Dès que j'ai eu cette pensée, j'ai eu l'impression d'être aspiré dans un tunnel sombre en forme de vortex qui descendait vers la terre. En descendant,
j'ai réalisé qu'il y avait des êtres mauvais de chaque côté, vers le bas du tunnel. Nous ne les avons pas reconnus. Les réponses sur leur origine et la raison de leur présence m'ont été données instantanément. Je savais que c'était le même être qui m'avait accompagné dans l'obscurité avant le début de mon voyage. J'ai été replacé dans mon corps. Je me trouvais dans la baignoire, tenu par ma mère et ma sœur. Mon âme avait l'impression de ne pas tenir, d'être trop à l'étroit et d'avoir froid. L'intelligence, l'amour et la paix avaient disparu, remplacés par la douleur, l'incertitude et la peur. Le monde me semblait si gris et je me sentais à nouveau stupide et seul. Je pleurais et j'avais de la terre dans la bouche. Avec le recul, je n'avais aucune douleur corporelle, ce qui est miraculeux. Je ne me souviens de rien entre le moment où mes parents m'ont sorti de dessous le poney et celui où je me suis retrouvé dans la baignoire. Mes parents m'ont dit que je n'avais aucune blessure et que j'avais été aspiré dans la boue sans la moindre ecchymose, égratignure ou fracture. Dieu est bon. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.